Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey et bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose qui pouvait changer beaucoup de choses. Vous avez été plusieurs et des milliers à écouter notre dernier épisode avec Thomas. Comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent la peine d'écouter et ensuite de partager. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous reçoit. Alors aujourd'hui, mon invitée est Nathalie. C'est une femme incroyable de par son histoire, ses histoires. Et aujourd'hui, elle va nous dire ce qu'elle aurait aimé que sa maman lui dise. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Alors comme à mon habitude, j'aime demander à mes invités et toujours leur poser la première question. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise ? Audrey, j'aurais aimé que ma maman me dise, Nathalie, ne souris pas à tout le monde qui te sourit. Parce que sourire, si quelqu'un te sourit, ce n'est pas signe d'acceptation et parfois ce n'est pas signe d'amour aussi. Donc, comment s'appelle déjà ta maman ? Madame Bella Anne-Marie, une femme très très forte et battante jusqu'à présent. D'accord. À quel moment de ta vie cette phrase a eu de l'importance de savoir qu'on ne peut pas, on ne doit pas sourire à tout le monde, on ne doit pas croire que toutes les personnes qui nous sourient nous aiment spécialement? Quand je suis devenue mère. C'est quand je suis devenue mère en faisant un récap. Parce qu'on a toujours un moment dans la vie où on fait le récap de sa vie. Et après, on en tire des leçons. Et c'est là où j'ai compris que j'aurais dû être très méfiante. Si j'avais été très méfiante en étant de mon enfant jusqu'à l'âge où je suis, j'aurais évité pas mal de problèmes. Alors, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 36 ans. Et tu as été maman à 25 ans. Et c'est là où tu as commencé à te poser des questions? Quel genre de questions? J'ai d'abord commencé à être très méfiante parce que je ne savais pas, mais j'étais une maman très protectrice jusqu'à ce que mon premier enfant me soit kidnappé par son propre père, que j'avais fait confiance. Oui. Comment Quand je suis partie au travail, je suis rentrée, j'ai trouvé la maison vide. Et je l'ai revu, ça ne fait pas 6 mois. Pourtant, on essaie de calculer le nombre de temps que ça fait. 11 ans? Donc, tellement de choses, Audrey. On va aller pas à pas pour développer, si tu veux bien, parce que avant de dire cela, on va commencer par le commencement. Commençons par le commencement. Donc, j'ai connu mon père quand j'ai eu 6 ans. Et ma mère m'a présenté à mon père quand j'ai eu 6 ans. Et à cet âge-là, mon père n'a pas attendu, il m'a directement pris avec lui. Et arrivé chez mon père, ce n'était pas ce que je pensais. Je me disais que bon, je découvre mon père, je serai une petite fille joyeuse dans la maison de son père. Non, ça a été le contraire. J'ai été maltraitée psychologiquement, physiquement. Et par ton père ou son épouse? J'ai été maltraitée par mon père psychologiquement, physiquement par mon demi-frère. Et j'ai été abusée sexuellement par un inconnu qui est venu me chercher à l'école. Juste parce qu'il m'avait dit, il avait dit à la maîtresse, bonjour, je suis venu chercher mademoiselle Nathalie, c'est son papa qui m'envoie. Dans ma petite tête d'enfant, je me dis, ah, mon papa, il va me voir. Peut-être qu'il a quelque chose de spécial. Oh, pour une fois, peut-être il serait gentil avec moi. J'ai suivi ce monsieur sans toutefois connaître là où est-ce qu'il m'emmenait. Et là où j'ai vraiment... Seigneur. Ça a été, je peux dire, ma première blessure que j'ai... Je sais pas... Je n'arrive même pas à placer les mots parce que c'est la première fois que j'en parle en fait. D'accord, on va prendre notre temps. Tu es né où? Ici, à Douala. À Douala. Dans quel quartier? CCC.
D'accord. Et tu as grandi avec ta maman et d'autres frères et sœurs? Oui, j'ai toujours été ballottée à gauche et à droite. Chez les oncles ou les tantes des familles? Ma grand-mère, mon père, ma mère, parce que je ne suis pas née dans une famille assez stable. Je suis née dans une famille un peu recomposée. Donc parfois, il fallait, les vacances, tu vas aller chez tel, la rentrée, tu pars chez tel. J'ai été un peu ballottée comme ça. De 0 à 6 ans, tu as des frères et sœurs ou tu es fille? Oui, j'ai des frères, j'ai un grand frère avec qui je suis très proche, qui ne sait même pas tout ceci. J'ai 2 petites sœurs. Oui, parce que ma mère a fait 4 enfants. Bon, je compte pas du côté de mon père, je compte du côté de maman. Du côté de maman, parce que les petits nombres de temps que je suis restée avec eux, j'ai été très très proche de mon grand frère. Et en tout cas, personne dans la famille ne sait vraiment tout ça. Tout ce que tu as vécu. Et vraiment, Audrey, je te dis merci de me donner l'occasion de parler, parce que ça fait longtemps que je veux vraiment parler à quelqu'un, mais je ne sais pas vers qui m'adresser. Alors, je pense que ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est la possibilité d'avoir des personnes qui ont aussi vécu ton histoire, ce genre d'histoire, et qui peuvent avoir besoin de te contacter pour créer une chaîne de bien-être. Oui. C'est ce qui nous manque souvent, de la bienveillance. Aider aussi ceux qui ont vécu ce genre de situation. Donc, à 6 ans, on te présente ton papa. Comment on te présente ton papa? Je me souviens, on était partis au village pour les vacances. C'est mon papa qui plutôt vient au village. Bon, je n'avais jamais entendu parler de lui avant, mais Audrey, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je l'ai vu et j'ai ressenti que c'était mon père. Avant même que ma mère ne me dise, Nathalie, voilà ton papa. Bon, et je l'ai tellement adulé, parce que si je dis aimer, c'est fait. Parce que mon papa était mon héros. Bon, ça fait 6 mois que j'ai coupé les ponts. Hein, si quelqu'un ne peut pas m'aimer, je m'en fiche. Il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Donc, dès que mon papa me prend avec lui, je suis aux anges. Et comme j'aimais l'école, je me disais, waouh, maintenant, mon papa a plus de moyens que ma maman, je vais aller à l'école. J'adorais l'école. Mais j'arrive chez mon papa, ce n'est pas le visage qu'il m'a présenté, il me maltraite tellement que je commence même à perdre du poids en fait. Je ne m'alimente plus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me grondait et il me battait. Il me gronde, il était toujours en train de me gronder, toujours en train de me battre. Il habitait aussi à Douala? On habitait à l'époque à Bepanda. Et tu te rends compte que je pars à l'école là où j'ai été abusée. Bon, ma cousine qui habitait chez mon père avec moi me cherche dans tout l'établissement, parce que je ne sais pas, c'est comme si j'avais perdu connaissance. Le monsieur m'a porté, il m'a déposé quelque part. Ma cousine en me cherchant maintenant, je reviens à moi, il était presque 15 heures, parce que ça s'est passé à la première récréation, parce que ça je ne peux pas oublier. Après la première récréation, il est 15 heures. Elle me cherche partout. Je comprends comment on est en train de m'appeler partout. C'est comme si je reviens d'un rêve. Et puis, ma cousine me dit, Nathalie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas dire. J'avais mon petit caleçon qui était coupé. Et dès que je la vois arriver, je cache. Tu vois? J'arrive à la maison, je m'enferme. Mon père n'a jamais posé de... Quand je comprenais souvent comment il rentrait du travail, sa femme de l'époque lui disait, je ne sais pas ce qui arrive à Nathalie. Elle ne mange pas. Il disait... Mais ça lui regarde, tu comprends? Je ne m'alimentais presque pas. Et quand les grandes vacances sont arrivées, ma mère est venue, ma mère a demandé, mais pourquoi est-ce que Nathalie a maigri comme ça? Mon père a dit, je passe mon temps à lui déranger. Ma mère m'a prise avec elle. C'était la fin de ton 6e année, 7 ans? 7 ans. Quand ma mère me prend avec elle maintenant, elle nous envoie au village, mon grand frère et moi. Quand j'arrive au village, j'ai recommencé les classes. Je partais déjà vers les 8 ans. Il y a aussi un cousin à moi. Comme il voyait comment j'étais tellement attachée à mon grand frère, qui commence aussi à abuser de moi sexuellement. Donc il fait, en journée, il va battre sur mon grand frère, parce que je suis tellement attachée à mon grand frère, je l'aime tellement. Et si je refuse la nuit, il va battre mon grand frère en journée. Parfois, il va prendre une machette ou un couteau. Il va me montrer que si tu refuses, je le tue. Et là, je suis obligée de céder. Ça a duré comme ça peut-être 2 mois, jusqu'à ce que je commence à faire pipi.
au lit, je constate que les nuits où je fais pipi, il ne me touche pas, il ne vient pas. C'est comme ça que je commence à pisser au lit. C'est devenu comme mon mécanisme de défense. Jusqu'à ce que ma mère vienne nous enlever. Là, j'avais dans les 10 ans. Maintenant, je m'en vais vivre avec ma mère. C'est là où tout change. Je deviens suicidaire déjà à l'âge là. Parce que je ne pensais qu'à l'amour. Je prenais la lampe, parfois je me scarifiais. Ça me faisait du bien. Je prenais les guilles. Et puis je me l'enfonçais partout. Mais ma mère, elle... Les mamans africaines, elles ne savent pas ça. Parce que quand on voit l'enfant changer, on se dit, oh, soit elle est têtue, soit elle est possédée, soit on ne cherche pas à connaître. Surtout quand une maman comme la mienne, elle avait 4 enfants à sa charge, il fallait que c'est elle qui soit le papa, qui soit la maman, qui trouve à manger. Donc elle n'avait pas le temps de nous regarder, vraiment regarder. Et elle et moi, on n'avait pas de lien. Donc, tellement que j'étais renfermée, elle, ça l'énervait plutôt. Plus j'étais renfermée, plus ma mère me détestait. Plus je me renfermais sur moi-même. Et c'est comme ça que je deviens une femme. Ma mère n'était même pas là. Quand je suis devenue une femme, elle avait voyagé avec mes petites soeurs. Elle est partie faire 1 an. C'est le voisin qui commence à aussi abuser de moi. J'étais seule dans la maison. Je suis restée dans la maison. Tu avais quel âge? 13 ans et demi, 14 ans. On t'a laissé à la maison à CCC? Seule. Pendant 1 an. Il fallait que je mange. Parfois, je partais dans les champs, je volais à manger. Parfois, je suis partie un soir pour voir mon père. Je lui ai dit, papa, je suis à la maison seule. Et j'aimerais aller à l'école, ça fait 1 an. Mon père m'a dit, Nathalie, je ne peux pas te prendre avec moi parce qu'à l'époque, sa femme était décédée. Il avait envoyé mon grand frère chez l'une de mes tantes qui avait l'argent. Il m'a dit, je ne peux pas te prendre avec moi. Il a pris, je crois, 1000 francs. Il m'a donné. Il m'a dit, rentre. Je lui ai dit que, mais il n'y a personne. Il a dit, mais je ne peux pas te prendre avec moi. Je suis encore rentrée dans la maison là seule. Là où mon grand frère est venu me trouver, j'ai donné les 1000 francs à mon grand frère. Mon grand frère a commencé à vendre les colas, donc la plupart de lui n'était jamais à la maison. Lui aussi, c'était un adolescent. Quand il revenait, c'était pour s'échanger et ressortir. C'est comme ça que je me retrouve en train de me débrouiller seule pendant presque plus d'1 an. Parce que ma mère a fait plus d'1 an. Avec tes 2 petites soeurs? Avec mes 2 petites soeurs. C'est comme ça que je me retrouve aussi avec le voisin qui est en train d'abuser de moi. Quand ma mère revient, j'essaie de me confier parce que c'est la femme du voisin qui constate. Que son mari abuse de toi? Oui. Mais... Non, il n'y a pas de problème. Au lieu qu'ils essayent de traiter ça en disant que bon, Nathalie c'est une petite fille, non. Ma mère et cette femme m'ont humiliée. Humiliée, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est devenu, c'est-à-dire au lieu de voir que c'est l'homme âgé qui abuse une petite fille, on t'a plutôt vu comme la jeune fille qui était aguicheuse. Tout à fait. Quel monde à l'envers. J'ai été humiliée dans tout le quartier. J'ai fait ma première tentative de suicide. Après ça, est-ce que tu peux nous dire comment elle a su, cette femme, et comment elle a contacté ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas par quel moyen est-ce qu'elle l'a su, mais je me rappelle un samedi, j'étais avec ma mère. Elle est venue en chantant, quelle chanson je fais? À chacune son mari, que ce genre de choses. Moi déjà j'étais frustrée parce que j'avais honte même d'en parler, je n'avais personne à qui, comme tous les autres, j'emmagasinais toujours. Et elle est venue à la maison, tu vois, elle vient, elle commence à bavarder. Oh, voilà Nathalie qui couche avec mon mari, Nathalie veut prendre mon mari, attends, je porte mes bagages, tu veux entrer, ce genre de choses. Et comme ma mère n'était pas aussi le genre de femme qui doit essayer de comprendre ce qui se passe avant de répondre, et c'est comme ça que ça devient tout un scandale. C'est devenu tout un scandale, même qu'ils sont partis, ils m'ont amené à l'hôpital pour regarder si j'étais vierge. J'ai dit que mais est-ce que cette femme sait même depuis quand est-ce que je subis ce genre d'humiliation? On arrive à l'hôpital. Il n'y a pas moyen de dire à ma mère que comme tu vois là, c'est pas la première fois. Ma mère,
quand on arrive d'abord à l'hôpital, il y a d'abord un scandale, il y a d'abord un brouhaha, pas possible. Le médecin qui m'avait ausculté, lui aussi n'est pas allé de main morte. Il a dit, mais vous m'amenez déjà une fille comme ça, mais c'est comme si elle faisait la prostitution. Donc imagine un peu dans quel contexte est-ce qu'il place les mots. Bon, quand est-ce qu'on dit quelque chose comme ça d'une petite fille, ce sont les choses qui détruisent une vie. Quand ils m'ont porté là à l'hôpital, arrivé au quartier, ils ont balancé ça dans tout le quartier. Tout ce que le docteur avait dit et le contexte dans lequel les mots qu'il avait utilisés, je ne pouvais plus sortir pour aller là où par exemple, si les enfants étaient en train de jouer, non. J'ai commencé à me renfermer de plus en plus. Je partais toujours dans les coins sombres pour rester. Cette habitude est même restée jusqu'à présent. Je sors plus la nuit que le jour. Je partais toujours dans les coins sombres. Je peux dire le lendemain de l'hôpital, j'ai bu l'eau pétrole. Presque un demi-litre parce que je me disais que le pétrole à l'époque pouvait me tuer. Mais ça m'a juste tellement affaibli, ça ne m'a pas tué. J'ai cherché une lame. Tu vois, ça se voit encore un peu là. Que je me Au niveau des veines. Oui. Ça ne m'a pas tué. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que je vais rentrer à la maison, j'ai le sang partout. Personne ne va me demander ce qui se passe. Mais au contraire, soit on va me battre, parce que si tu vois mon corps, même Kuntanki Tena n'avait pas les cicatrices comme ça. Oh non. On va me battre comme... J'ai les cicatrices à chaque coin de mon corps. Chaque fois, il n'y a pas un jour que je vais me déshabiller, ça ne va pas me rappeler tout ça. Un mois après, j'ai dit à ma mère que je vais un peu aller chez mon père parce que j'avais appris que mon père s'était remarié. J'ai dit à ma mère, je ne peux plus rester ici. Et elle m'a dit, non, si tu veux partir chez ton père, pars. Je suis partie chez mon père, j'avais déjà 14 ans plein. Le soir là, il était presque 15 heures quand j'arrive chez mon père, je sonne à la barrière. Il y a une jeune fille qui vient m'ouvrir, elle s'appelait Rosette. Rosette vient, elle me demande, tu es qui? Je dis, je suis la fille de Monsieur Prosper. Elle dit, sa fille? Je dis oui, parce que Rosette était la petite sœur de la femme de mon père qui s'appelait Marlise. Marlise vient et demande, tu dis tu es qui? Je dis, je suis la fille de Monsieur Djonko Prosper. Marlise me dit, mais il ne m'a jamais dit qu'il avait une fille. Bon, c'est pas ici que tu vas l'attendre, tu l'attends hors de la barrière. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis allée m'asseoir hors de la barrière. Jusqu'à 23 heures. Mon père entre, il me voit là, il entre chez lui, ferme la barrière. Il passe coucher. C'est Rosette qui vient à minuit, elle m'ouvre la porte, elle me dit, entre, ne fais pas de bruit. J'entre, elle m'amène directement dans la chambre. C'est comme ça que je me retrouve en train d'habiter chez mon père. Quand mon père se réveille le matin, il me voit, il ne dit rien. Bon, je me suis dit, peut-être je suis déjà acceptée, mais c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Sa femme, la mère de sa femme, oh mon Dieu. Je me suis retrouvée dans une tourmente pas possible, une maltraitance pas possible. Il me maltraitait. Je n'avais pas le droit de m'asseoir sur la chaise. Je n'avais pas le droit de manger à la même heure que les autres. Je n'avais pas le droit à ceci. Et si Marlise me dit, je veux faire que ton père te tabasse aujourd'hui. Et il ne va pas me rater. Et c'était comme ça mon calvaire. Un jour, j'ai pris le chlore. J'ai tourné dans un gobelet d'eau, j'ai bu. C'est là où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Parce que ma bouche a gonflé, j'ai gonflé de partout. Je suis restée couchée une semaine, un côté. Tout un côté comme ça s'est couché. Je comprenais comment Rosette partait dire, ah mon père, Nathalie est malade. Et mon père qui disait, et alors? Ma langue avait gonflé, ça avait noirci dans ma bouche. Je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas morte. Je ne sais pas
par quel, mais jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment est-ce que je n'ai pas pu mettre fin à mes jours avec tout ce que j'ai fait. Quand Marlise et mon père se séparent 2 ans après, mon père me dit qu'il ne peut plus me garder chez lui. Il commence aussi à me maltraiter. Mon père commence à me battre, à me maltraiter aussi. Je décide donc de repartir chez ma mère. Parce que là, j'avais déjà plus de 18 ans. J'arrive chez ma mère. Bon, ma mère ne connaît pas, je peux dire, la femme que je suis. C'est devenu presque invivable parce que je ne connais pas me balader, parce que mes petites soeurs, dès que le matin se lève, tout le monde fuit parce qu'on connaissait tous le caractère de ma mère, qu'elle bavardait énormément. Tout le monde s'en va et c'est moi qui reste à la maison, donc je deviens un peu comme le souffre-douleur de ma mère. Parce que si elle voulait insulter tel et que c'est moi qui est là, c'est sur moi que ça retombe. Si elle voulait taper tel et que tel n'est pas là, c'est sur moi que ça retombait. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la tourmente, nulle part où aller, enfermée sur moi-même, frustrée. Je me rappelle le premier garçon qui m'a dit « Nathalie, je te trouve belle. Si j'avais eu le couteau, je l'aurais tué. » Parce que j'avais une telle image de moi, sale, laide, tellement dégoûtante que je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un puisse m'aimer. Et je me retrouve même en train de sortir avec quelqu'un parce que je veux fuir le domicile. C'est là où je tombe sur un Nigérian. Un Nigérian qui accepte bien de me prendre chez lui. Tu as 18 ans? J'ai plus de 18 ans, presque 19 ans. C'est comme ça que je commence à sortir avec lui, bon, à l'époque. Et c'est comme ça que je commence à sortir avec lui. Jusqu'à ce que je m'installe définitivement chez lui parce qu'il avait un peu de la peine pour moi à cause de tout ce que je lui rapportais qui se passait à la maison, les violences, les insultes et autres. La maison était vraiment invivable à l'époque. Bon, je lui fais confiance, je commence à vivre avec lui jusqu'à ce que 3 ans après, j'accouche d'un petit garçon. Donc, avec lui? Oui, avec le monsieur en question, j'accouche un petit garçon. Et c'est là où les violences commencent. Parce que quoi? Je me rappelle la nuit qu'on a passée ensemble. La première nuit, en fait. Le viol de 6 ans est revenu en force parce que je l'avais complètement oublié. Parfois, quand je pensais, je me disais que c'était un rêve. Ça m'a bloqué au niveau de la sexualité. Je ne connaissais pas ce que c'était le plaisir sexuel. Je ne savais même pas que je pouvais donner ou recevoir du plaisir. C'est comme ça qu'il se met à me battre parce que je ne lui cédais pas. On habitait dans la même maison, on pouvait faire 3 mois, 4 mois sans avoir des rapports sexuels. Mais je ne pouvais pas l'expliquer, voir, regarde, j'ai un blocage. Et le moment où il fallait que ça se passe, je me retrouvais avec des déchirures pas possibles. Parce que ce n'était pas là dans ma tête. Un jour, je suis partie voir un pasteur pour essayer de parler à mon pasteur en me disant que peut-être il pouvait me dire quelque chose qui pouvait me soulager psychologiquement. Mon pasteur me dit, si tu n'as pas de plaisir sexuel, comment est-ce que tu as fait pour avoir l'enfant? Je me suis dit, si lui, il me pose ce genre de questions, ça signifie qu'il n'a rien compris à ce que ce que je lui ai raconté. Et c'est comme ça que ça me frustre encore plus. Je me renferme encore plus. Et le gars continue à me battre de plus en plus. C'est devenu tellement qu'il a commencé à me battre de lundi jusqu'à dimanche. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, il décide de te frapper comme ça? Parce qu'au départ, tu sais, on se dit, oui, je peux le faire. Mais à la longue, on se rend compte que non, on ne peut pas le faire. Pas à ce rythme-là. Tu comprends? Au départ, je me dis, ok, je couche avec lui parce que je veux lui dire merci. Parce qu'il faut mettre les mots dans le contexte. Il m'a sorti d'une telle situation, pour une telle situation. Je peux le faire
qu'on peut lui dire merci. Mais juste que le sexe, c'est pas ça. Parce qu'il faudra que tu dises merci aujourd'hui. Il faut que tu dises encore merci peut-être après 2 jours, 3 jours. Non, ce n'est pas ça. C'est une envie, une pulsion que quelqu'un aimerait satisfaire puisque tu es chez lui. Tu es comme sa femme. Et ça, c'est un devoir que je n'étais pas encore prêt à assumer. Tu imagines que je suis enceinte 9 mois, il couche avec moi 2 fois. Donc, imagine jusqu'à quel point il était déjà frustré. Et quand il essayait d'en parler aux autres, on lui disait non. Mais ça signifie qu'elle voit ailleurs. Tu vois, ça a commencé à apporter cette frustration-là dans notre relation. Et il est devenu violent. Il est devenu tellement violent que il y avait des moments où je fuyais le domicile. Il pouvait même me croiser en route, il se met seulement à me taper dessus. Et c'est comme ça que dans ma tête, je me dis, bon, l'enfant est déjà un peu grand, il faut que je commence à travailler, peut-être en sortant, et que nos heures ne se coïncident pas, ça devait changer quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, je rentre chez moi comme ça, je trouve que la maison est vide. Bon, je ne peux pas dire que j'ai trouvé la maison vide puisque la maison était fermée. Je reste dehors, j'appelle son numéro, ça ne passe pas. Les voisins étaient là, personne ne me dit quoi que ce soit. Je vois 23h, minuit. Je dis, je dois travailler le matin, il faut que je cherche là où je vais dormir. Je m'en vais dormir chez ma petite soeur. Je reviens le matin, personne. C'est là où mon 6e sens de mère me dit, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Je m'en vais là où il faisait son business. On ne me dit rien. Personne ne me dit quoi que ce soit. Bon, parce qu'il avait dit aux gens que je me tapais un autre homme. Tu vois un peu? Et je lui ai abandonné avec l'enfant en fait. Et pourtant, je peux t'assurer tout le nombre d'années que j'étais avec lui. Je n'ai même pas eu l'intention d'aller voir ailleurs parce que cette frustration-là était là. Tu comprends? Quand tu ne ressens pas le plaisir sur quelque chose, tu ne connais pas ce que ça signifie. Tu comprends? Et c'est comme ça que mon fils, il m'appelle 3 mois après. Il me dit, oui, je suis avec l'enfant au Niger. Je dis que j'ai compris dans mon cœur que tu l'as fait. Et pourtant, tu m'avais promis que tu ne le ferais jamais. Mais tu l'as fait. Bon, j'ai essayé de surmonter cette perte, si je peux dire comme ça. Comment? Bon, comment tu as fait? Je me suis jeté corps et âme dans le travail. Tu vois, je travaille à des heures pas possibles. Parfois même, si je n'ai pas le travail, je pars au cyber, je paye 24 heures. Parce que je n'arrivais pas à m'alimenter, je n'arrivais pas à dormir. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure, parce qu'on dit souvent le temps guérit tout. Et c'est vrai, le temps guérit. Bon, on peut dire le temps guérit, bon, il baume. Mais juste un baume là. Mais la blessure reste à l'intérieur. Il fallait que je voie un petit enfant passer et que mon cœur se voilà. Et les jours d'anniversaire peut-être aussi. Ah oui, c'était tellement difficile. Un jour, je me rappelle, il y a l'un de ses frères qui me voit passer au marché Congo. Il m'appelle Nathalie, on allait à l'église ensemble. Il me dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Je dis quoi? Il me montre une photo. Et mon fils, il avait déjà peut-être 7 ans là. Et c'est là où je commence à pleurer. Et j'avais même juré que je ne ferais plus d'enfants. Hein. Je commence à pleurer, tout ça remonte à la surface. Il me dit, Nathalie, si tu veux aller voir ton fils au Niger, je t'amène, mais pour dire que tu vas l'amener ici, c'est impossible. Avec le temps, j'ai dit à ce monsieur que tu sais, c'est aussi son fils. S'il peut prendre soin de lui et lui faire grandir, tant mieux. Moi, j'en ai déjà assez pleuré. Que Dieu m'aide seulement qu'un jour je le revois, c'est tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé même à dire à ma mère, aux gens qui m'entouraient, j'en avais marre que les gens me parlent. J'étais celle qu'on montrait du doigt. Voilà la fille, quand on a volé son enfant, on est parti avec au Nigeria, ce genre de truc. Bon, quelques années après, j'ai connu un blanc avec qui j'ai fait une petite fille. C'est elle qui m'a un peu soulagée. Et je veux aussi te dire, même avec ce monsieur, je n'avais pas toujours de plaisir sexuel. C'était du genre, oh, je sors avec elle. Mais
j'ai un peu essayé de l'amener un peu à comprendre, mais pas en profondeur, juste l'essentiel. Même lui, il ne comprenait pas. Tu l'as connu au Cameroun, tu l'as rencontré au Cameroun? Non, je l'ai rencontré à l'époque, c'était en 2009 sur Internet. Juste à ce qui vient, on a passé presque 6 mois ensemble. Quand il partait, j'étais enceinte. Bon, avec cette frustration que j'ai de ne pas pouvoir satisfaire un homme, on a eu aussi des problèmes là-dessus. Bon, j'étais enceinte, je devais me concentrer sur ça. Donc, quand j'ai accouché, Eden, ça a été un ouf. Je me suis dit, ok, c'est bon, je peux m'arrêter là. Les hommes, je ne veux plus quelqu'un, je ne veux plus ceci. Mais en tant qu'humain, on est toujours amené à fréquenter le sexe opposé. Et cette frustration-là a toujours été là. C'est cette façon de faire quelque chose pour plaire à l'autre, pour ne pas être satisfait, pour ne pas avoir de bonheur en retour. Je suis toujours, je peux dire, en manque d'affection. Je me sens toujours, je peux dire, diminuée quelque part. Personne à qui je peux vraiment expliquer la situation pour m'apporter des réponses aux questions. Tu n'avais pas d'amis, tu n'avais pas de meilleurs amis à qui tu pouvais te confier. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux amis. Tu vois, ça c'est la vie qui me l'a appris. Parce que quand tu veux te confier à quelqu'un et après, tu te retrouves... non, la vie m'a appris à ne faire confiance à personne, surtout sur ses blessures. Parce que quand tu te confies à quelqu'un, que tu ne connais pas vraiment la personne, tes blessures peuvent devenir des meurtrissures. Donc, je ne me confiais pas sur ce point-là. C'était bon. Quand on dit ami, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Et ça s'arrêtait là. J'ai vu ton gars, j'ai vu ceci. Ça, c'était le quotidien des copines, mais pas vraiment sur ce qui me rongeait à l'intérieur. J'étais... Je ne sais pas comment est-ce que je peux mettre les mots. J'étais une fille assez dure. Je ne connaissais pas dire comment on dit souvent, bébé, comment tu vas? Tu vois un peu ce genre, chérie, comment tu vas? Non, je ne connaissais pas dire ce genre de choses. Quand j'accouche d'une petite fille, c'est là où toute la frustration là remonte. C'est donc à la naissance de Eden que toutes tes questions sont posées? Tout ça revient à la surface. Parce que je me rends compte que Eden, c'est une petite fille. Elle peut rencontrer les mêmes problèmes que j'ai rencontrés. Donc, ça me met dans une... Je commence à brailler du noir. C'est là où j'étais dans une confusion. Je ne sais même pas comment je peux expliquer mon état d'esprit. Chaque fois que j'étais avec Eden, j'avais peur. J'étais toujours... Et il faut que quelqu'un lui dise bonjour, bien l'attrape la main pour que je panique. Je ne faisais confiance à personne. Quand ça concernait ma fille. Et c'est là où je demandais plus l'aide, mais en silence. Je voudrais que quelqu'un m'aide à ce que cette frustration-là s'arrête, cette peur s'arrête. Et est-ce que quelqu'un a répondu à cet appel? Non, il n'y a eu personne. Parce que quand tu vas appeler quelqu'un, parce que j'ai voulu parler à ma mère une fois, j'ai vu qu'elle n'était pas... Elle n'était pas prête à écouter. Elle m'a dit, non, je ne veux pas parler de ce genre de choses. Je me suis renfermée. Et là, vraiment, j'ai pris les clés et j'ai déposé quelque part. J'ai commencé donc à faire des valises dans ma tête. Tout ce qui me frustrait, je mettais dans une valise dans ma tête et puis je classais. Tout ce qui me frustrait, c'est comme ça que je me dis à moi, je me disais toujours, cette valise-là, c'est ça qui va contenir ça. Et puis je mets dans ma tête et puis je pacte quelque part. C'est à la mort d'Eden. C'est à la mort d'Eden que tout explose. Mon monde explose.
tout ce que j'avais en moi explose. Quand Eden meurt, oh mon Dieu, j'ai d'abord fait une semaine sans boire, sans manger. C'était comme si... J'ai même d'abord fui. Je te raconte, je pars à l'hôpital avec mon enfant. Il y a une amie qui m'appelle Nathalie, comme elle était adorable. Et elle souriait à tout le monde. Nathalie, s'il te plaît, je veux qu'Eden m'accompagne à un anniversaire. Eden me demande, maman, est-ce que je suis obligée d'y aller? J'ai dit, elle m'a demandé poliment, il faut que tu ailles. Eden s'en va avec elle. Comme Eden me disait, maman, j'ai mal à la tête, je lui dis, ok, n'enlève pas ton pull au vert. Vas-y. Et je dis à la fille, ne lui fais pas enlever son pull au vert. Elle m'a dit qu'elle avait un peu froid. Audrey, je suis en train de dormir avec mon mari actuel. J'entends comme on cogne à la porte. Je connaissais la façon d'Eden de cogner la porte. Je m'en vais, j'ouvre la porte. Il n'y a personne. Ça ne fait pas 10 minutes. Cette fille m'amène Eden en train de vomir. Et elle prend la moto, elle s'en va. Donc elle dépose Eden. Elle me dit, je ne peux même pas lui poser des questions. Pourquoi est-ce que Eden est en train de vomir? Elle prend la moto, elle s'en va. Elle me remet Eden comme ça. Je demande Eden, tu as mangé quoi là-bas? Elle me dit, maman, rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'elle parlait bien. Elle avait 5 ans. Je vais à la pharmacie, j'achète des produits, je lui donne. À 20h, elle commence à convulser. Je l'amène à l'hôpital de Terga. Je l'amène d'abord dans un centre de santé à côté parce que je me disais qu'on peut stopper ça là-bas. Arrivé là-bas, ils n'ont pas pu stopper. Je porte l'enfant parce que ma mère travaille à l'hôpital de Terga. Je porte l'enfant, j'amène à l'hôpital de Terga. Là où elle est vite prise en charge. Le médecin prescrit tous les produits. Il y avait d'autres qu'on était partis acheter en ville. L'infirmière injecte les produits à Eden, mais elle n'injecte pas tout ce qu'on a écrit. Comme elle avait vu que l'enfant était devenu calme, elle a dit, on va injecter ça après. Je dis à maman, mais c'est écrit là qu'on doit tout injecter. Maman dit, laissez, l'enfant est déjà calme. Ça n'a pas fait 1 heure de temps. C'est revenu, l'enfant a commencé à crier, maman, aidez-moi au secours, maman. J'étais perdue. Parce que ça fait souvent comme un boom, comme si mon corps se séparait de mon esprit. Je reste là comme ça, livide. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais c'est là où le médecin vient dire que amenez-la à la cantine. On arrive à la cantine dit non, il n'y a plus de place. La cantine dit allez à l'hôpital militaire. On arrive à l'hôpital militaire. Il y avait une natte au sol comme ça. Il y avait une infirmière qui dormait là. On arrive, il y avait un monsieur là qui remplissait les carnets. Il me dit, je lui dis que l'enfant est en train de convulser depuis. Il dit que, mais madame, on voit les cas comme ça là chaque jour. Allez au laboratoire. Je vais au laboratoire. Le monsieur du laboratoire me dit que non, madame, ça va aller. Il prend son temps, l'autre prend son temps là-bas. On part déjà 1 heure et demie que nous sommes là. L'enfant commence à convulser. C'est le monsieur qui remplit le carnet, dit que mais le laboratoire n'est pas encore venu prendre les examens. Je m'en vais, je commence à supplier le monsieur du laboratoire que pitié. Il me dit que non madame, ça va aller, j'arrive. Le monsieur qui remplissait les ordonnances nous dit allez à l'intérieur. Pendant qu'on part à l'intérieur, je traverse donc l'infirmière qui était couchée au sol. L'infirmière a dit qui est venu marcher ici avec les babouches? Je dis, moi, j'avais mon enfant. Hey, viens balayer ma natte, Je dépose mon enfant qui est en train de convulser sur le lit. Je m'en vais d'abord balayer sa natte. Le temps qu'ils arrivent sur l'enfant, c'est ma mère qui vient me constater le décès. Que ma fille est morte. J'étais arrivé à l'hôpital de Terga vers 23h, elle était décédée. Quand elle meurt, c'est comme si je me détache de moi-même. Tu vois, au départ, c'est comme si, je ne sais pas, j'ai voulu prendre ça, mettre dans une valise encore pour garder, mais ma tête disait, ça, on ne porte pas, ça, tu ne peux pas garder. Ça, tu vas assumer, c'est comme ça que je ne sais pas quoi faire. Je me retrouve là comme ça.
Le taxi qui nous amène à l'hôpital de Tegal pour qu'on met l'enfant à la morgue, je dis au taximan, dès que tu déposes ma mère avec l'enfant, tu tournes. Il me dit quoi? Comme ma mère était encore dans le taxi, je suis restée tranquille. Dès que ma mère est descendue avec le corps de l'enfant, j'ai dit au taximan, tourne. Il dit, mais madame, j'ai dit au taximan, tu tournes. Toi, tu me vois en train de rester là et qu'on met ma fille à la morgue et je suis en train de regarder. Tu tournes, c'est comme ça que le taximan tourne. J'ai erré comme ça toute la nuit. J'ai erré. J'ai essayé de... Parce que c'était le 26 décembre. En fait, je faisais du genre, je m'en vais, je m'assois quelque part. Parce que le premier, même, j'ai dit, je m'en vais voir comment les gens dansent. Ma mère me dit, tu viens de perdre ton enfant et tu pars déjà voir comment les gens dansent. Ma mère, elle ne comprend pas ce que j'essaye de faire. Mais elle voit ça comme si, oh, tu as tué ton enfant et tu veux déjà aller danser. Avec tout ça, j'ai explosé à l'intérieur. J'ai commencé à voir les absences. Je peux faire quelque chose là maintenant, je ne me souviens plus. Je peux faire ceci là. Et puis, je me trouve en train de bugger comme une machine. Tu vois, quand l'ordinateur bug, c'est comme ça. Je me retrouve en train de bugger. Il y a tous ces petits trucs là qui remontent, qui font à ce que je reste comme ça. Je te jure, j'ai envie de disparaître. J'ai envie de marcher parce que la plupart du temps, je ne prends pas de moto. Je préfère marcher. Tu comprends un peu? Je préfère marcher pour essayer de faire le vide. Tu vois tellement que quand je tombe enceinte de Elvis. Ton troisième enfant? Parce que comme j'avais subi un accident en 2014, j'avais eu l'accident au dos. Donc le médecin disait que je ne pouvais plus tomber enceinte. Bon, je me disais, si Eden est déjà là, ça va. Tu comprends un peu? Quand Eden meurt maintenant, je me dis, est-ce que je pourrais encore accoucher? Donc ma part, c'est fini comme ça. Je me retrouve enceinte d'Elvis. Je vais à l'hôpital, on me demande, madame, quelle était la dernière date de vos règles? Et jusqu'aujourd'hui, je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas. Vous êtes... Les questions qu'on pose normalement à toutes les femmes, je ne me rappelle pas. Le médecin me dit, tu as quelqu'un qui t'accompagne? Je dis que oui, je suis venue avec ma mère. Parce que comme j'avais les palpitations, j'étais stressée avec tous les problèmes que je t'ai énumérés là. Ça faisait que parfois j'avais mal au cœur, soit ma tension était élevée, soit ce genre de choses. C'est là où ma mère m'enlève, là où je faisais les visites à Tegal pour m'envoyer à obstétrique. Il y a ça. C'est à obstétrique maintenant que le médecin la demande à ma mère, est-ce qu'elle a subi un traumatisme? Ma mère dit oui. Il dit que, mais est-ce que vous l'avez amené voir un psychologue? Ma mère a dit non. Et c'est là où je me rends compte que pourquoi est-ce que je n'ai jamais essayé de voir un psy. Après je me dis merde. J'aimerais parler à quelqu'un qui me connaît. Peut-être la personne là essaiera de mettre chaque chose dans son contexte pour dire, donc si Nathalie réagit comme ça, c'est par rapport à telle chose, c'est par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Mais personne. J'ai un peu essayé de parler de ça à mon mari. Il a encore repris ça pour commencer à m'insulter avec. J'ai dit ok, c'était bon, je ne parle plus. Ton mari est ton mari actuel? Il a encore commencé à utiliser ça contre moi. Bon, j'ai dit ok, c'était bon. C'était bon. Mon grand frère m'a dit quelque chose dernièrement. Il me dit, Nathalie, je sais que tu n'es pas heureuse. Même là où tu es, tu n'es pas heureuse. C'est juste parce que tu n'as nulle part où aller. Et il a vraiment touché le point. Il ne sait pas que dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment commencé à pleurer. Je ne voulais pas lui montrer que j'étais triste. Parce que quand tu passes par certains événements, ça fait de toi la personne que tu es dans le futur. Quand j'ai eu le problème de coronavirus, tu sais, j'ai toujours eu l'habitude que les gens me frappent. Je ne réponds pas. Je subis sans riposter.
quand je m'en vais à l'hôpital d'Egal, le jour-là pour dire, je suis malade, j'ai tel symptôme, et que les gens là ne me prennent pas au sérieux ou en charge, je te jure, Audrey, j'étais en colère. Tu comprends? Mais je n'ai pas réagi. Bon, je m'en vais à l'hôpital d'Egal, je dis j'ai des symptômes. Parce qu'avant d'aller, je suis partie sur Internet, je me suis renseignée. Et j'avais posé la question à Google, quel est l'hôpital adéquat qui peut faire les prises en charge? Google m'a dit hôpital d'Egal. À ce moment-là, bon, c'était vrai qu'il n'y avait pas encore une structure mise en place pour ça. J'arrive à l'hôpital d'Egal. Le jour-là, on me dit, je demande, est-ce que vous faites les tests de Covid-19? C'est comme si j'avais parlé de quelque chose qui était étrange. C'est clair de rire, comment ça rit? Je suis au laboratoire. Je sors du laboratoire. Je dis, je fais tellement de fièvre, il faut que j'aille aux urgences si je veux qu'on me prenne vite en charge. J'arrive aux urgences. La dame vient d'abord, bien même, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à l'énumérer, ce que je ressens. Tout le monde s'écarte. Les infirmières, une se lève pour appeler le médecin. Le médecin revient, me dit, madame, vous dites que vous aviez quoi? Je réexplique au médecin. Le médecin me dit, ok, asseyez-vous là, attendez. J'ai attendu là même 1 heure de temps. Et puis, après 1 heure, ils viennent me faire le signe que je me lève, que je sorte. Je sors, je trouve l'ambulance. Je monte dans l'ambulance. On m'amène à la Quintini. J'arrive à la Quintini, je reste dans l'ambulance au moins 1h30. Le docteur revient dans l'ambulance, il me dit que madame, vous habitez où? Vous habitez où? Je vais vous déposer, comme ça le lendemain je viendrai pour vous prendre, je viendrai vous faire le test. Ils disent qu'ils viennent me faire le test le lendemain. Bon, ils m'ont déposé là, devant l'hôpital. Bon, je suis rentrée chez moi sans problème. C'est le fait qu'ils m'appellent après, je sais, commence à me mettre la pression que j'aille faire le test qui me met en colère en fait. Et puis je dis, parce que le jour là, quand je suis rentrée chez moi, quand ils ont appelé ma mère pour dire à ma mère que non, il faut que je vienne faire le test si on veut reprendre ma mère au travail, en passant pour dire qu'ils avaient enlevé ma mère au travail. Hein. Pour ça, hein, pas te dire à ma mère, ta fille a le Covid-19, il faut que tu rentres chez toi. Et pourtant, ils ne m'ont pas fait de test, mais ils savaient que j'avais déjà le Covid-19. Et quand il faut faire les tests, quelques semaines après, c'est ma mère qu'ils appellent. Et comme ma mère, elle ne prend pas les choses avec douceur, elle va venir, elle va commencer à bavarder, à me mettre la pression. Je dis à maman que c'est toi qui travailles à l'hôpital, c'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. Elle ne veut pas donc comprendre. C'est là où je me mets donc en colère. Je rentre chez moi, je dis à mon mari, prends l'enfant, allez un peu vous enfermer, je veux réfléchir. Et c'est là où, pendant que je suis en train de réfléchir, je regarde tout ce que j'ai déjà subi et que je n'ai jamais riposté. Je me dis, il faut que, même une fois dans la vie, il faut que quelqu'un entende ma voix par rapport à quelque chose, par rapport à une plainte que j'aurais faite. Et c'est là où je renvoie maintenant la vidéo sur Facebook pour demander l'avis des gens parce que je voulais savoir ce que les gens en pensaient. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a justement il y a 1 mois. Oui. 1 mois suite à cette expérience où tu as souhaité te faire le test du Covid, le fait que justement il n'y ait pas eu un bon traitement, oui. Pas de suivi de part nos organismes hospitaliers où tu allais de santé, tu as décidé justement de raconter ton expérience et de demander aux gens de donner leur avis. Oui. Oui. Donc c'est pour que les gens qui ne savent pas puissent nous écouter. C'était une manière pour toi, pour une fois entre guillemets, de prendre parole et de prendre position. Tout à fait. Là, tu as tout dit, Audrey. C'était vraiment ça mon point de vue. Certaines personnes n'ont pas vu ça comme ça. Bon, de la part de ma famille, n'ont pas vu ça comme ça. Les gens ont dit, oh, elle fait ça pour de l'argent. Et oui, elle fait ça. C'est pour cela que
c'est pour ça que j'ai d'abord voulu raconter mon passé pour que les gens comprennent d'où je viens et de là où vient cette décision. Parce que se lever le matin, dire je m'avais fait un post sur Facebook par rapport à telle situation, c'est pour que les gens ne pensent pas. Parce qu'il y a les gens qui me disent oh, tu as fait ça parce que tu voulais devenir célèbre. Je n'ai rien à faire d'être célèbre. Au contraire, moi j'aimerais rencontrer les gens qui ont vécu les mêmes expériences que moi et voir comment on peut aussi aider ceux qui sont dans cette tourmente-là. Parce que jusqu'à présent, Audrey, je peux dire que je suis dans la tourmente. Alors, entre ton fils, le premier fils que tu as eu, comment il s'appelle? Eddie. Ah, donc tu mets toujours les E devant. Et oui. Eddie et Eden Elvis. Entre Eddie et aujourd'hui, il y a 11 ans. C'est quoi? C'est 2000? 2000, c'était 2000... Attends, parce que j'ai vraiment des petits trous, beaucoup de petits trous. C'était quand? Eden est né, tu avais 25 ans. Eden est né en 2000... Tu avais... 2012. Oui. J'essaie de noter tout ça dans un carnet pour ne pas perdre complètement parce que à force de trop emmagasiner, j'ai commencé à avoir des petits trous. Beaucoup de trous de mémoire. En fait. En tout cas, je pense que même quand... Mais je sais qu'il y a un grand écart entre Eddie et Eden. Il y a un très grand écart entre Eddie et Eden. Parce que je me rappelle, il y a un écart de peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ma question, c'est comment tu as voulu élever tes enfants après tout ce que tu as vécu? Comment tu as élevé Eden, par exemple, au début? Comment tu élèves aujourd'hui Elvis? Eden était à peu près surprotégée. Je donnais à Eden tout ce qu'elle voulait. Donc, parce que Eden était comme une adulte, en fait. Parce que elle n'abusait pas, c'est ce qui me plaisait. Quand j'ai eu l'accident, c'est elle qui était là, qui me soutenait. À 3 ans, quand je dis Eden, va voir la maman qui va au marché parce que j'habite à côté du marché. Elle s'exécutait et elle faisait les choses à la perfection. Tu comprends un peu? Donc, je voudrais qu'Eden soit adulte et je l'apprenais à ne pas avoir peur. C'est surtout ça. Parfois, je lui giflais. Si elle me disait, maman, j'ai peur de telle chose, je lui disais, Eden, c'est la peur qui a détruit ma vie. Je ne veux pas que tu aies peur de quoi que ce soit. Si elle me demandait, maman, telle personne là s'appelle comment, je lui dis, non, ne me demande pas, va demander à telle personne. Comment est-ce que vous vous appelez? Et c'est comme ça que je l'élevais. Est-ce que tu as eu peur d'avoir dans ta manière d'éduquer tes enfants le même comportement que ta mère, ton père ou tes beaux-parents? Oui, c'est ma plus grande peur de ressembler à ma mère. Si quelqu'un me dit, Nathalie, tu ressembles à ta mère, je me mets à pleurer. Si on me dit, tu ressembles à ton père, oh mon Dieu, je veux me tuer. Je n'ai pas envie de ressembler à ma mère. Je n'ai pas envie de ressembler à mon père. Je ne veux pas être les parents qu'ils ont été. Tu veux être un parent comment? Et comment, pardon, je t'ai coupé, comment tu as élevé d'abord tes enfants? Je n'ai pas eu la chance d'élever Eddie, mais Eden, j'ai quand même eu le temps de l'encadrer. Je voulais qu'elle soit courageuse, que tout ce qu'elle vit, qu'elle soit capable de me le raconter. Et parfois, quand elle rentrait de l'école, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien, si par exemple, elle partait en balade, quand elle vient, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle me raconte tout. Je ne voulais pas qu'elle me cache quelque chose. Je ne voulais pas qu'elle soit frustrée. Et je me disais toujours que je veux tellement l'aimer. Tout l'amour que je n'ai pas reçu. Donc, je faisais tellement que quand elle dormait, je l'enveloppais avec mes bras. Je disais merci à Dieu. Et je voulais que Dieu lui transmette cet amour que j'avais envers qu'elle comprenne à quel point je l'aimais. Pour que rien, et je faisais tout pour que rien ne lui manque. Est-ce que ton ami qui est venu la déposer a été présent pour toi? Non. Ça a été... Ils ont été une partie de mon malheur. Je me dis, si Eden pouvait revenir, elle serait comme Elvis. Parce qu'Elvis est très méfiant. Il ne va pas vers les gens. Et pourtant, Eden, elle embrassait tout le monde.
Eden, il suffisait d'être gentil avec elle. Tu étais sa personne. Mais Elvis, lui, n'est pas avec personne. Si tu lui tends la main, il se cache derrière maman. Si Eden pouvait voir ces gens, ma fille aura beaucoup de larmes à verser. Donc, cette personne qui est venue déposer ton enfant... Ils m'ont tourné le dos. Personne. Au contraire, ils ont même commencé à raconter des choses. Il faut être dans le malheur pour savoir qui est qui. Tu sais, Audrey, quand on s'assoit chaque jour dans la joie, on ne connaît pas le vrai visage des gens. Si tu veux connaître les gens, regarde quand tu es à terre. Tu vas connaître qui sont les gens. C'est là où tu vois le visage des gens. Quand j'étais à terre, et pourtant, ma fille partait là-bas, passait même les week-ends avec eux. C'était, je peux dire, la mascotte de leur famille. Quand je voulais pas ça, même me disait non, il ne faut pas faire ça. Tu sais que ça, c'est la maison des enfants. Je me disais non, Nathalie, j'essayais un peu, non, Nathalie, ne fais pas trop, ne fais pas trop. Les gens peuvent dire que, oh non. Les gens disaient que, c'est parce qu'elle est métisse. C'est parce que les gens ne comprennent pas que le cœur de la maman ne regarde pas si l'enfant est métisse ou si l'enfant est noir. Le cœur de la maman regarde, ses expériences à elle, 2, l'environnement, 3, comment est-ce que son enfant s'épanouit. Ce sont les mêmes gens à qui je confiais mon enfant qui m'ont poignardé après. Raconter. Je veux te raconter un épisode. Une fois, il y avait Eden fréquentait à Bonaprison. Il y avait un gars au sac que j'avais pris qui portait souvent Eden à l'école. Je vais chez cette maman, je l'ai trouvé en train de parler d'Eden. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que Nathalie, on t'a vu mettre les ovules dans les fesses d'Eden. Ça signifie qu'Eden connaît déjà les hommes. C'est le Bensikina là qui a violé l'enfant. Je lui dis que mais vous êtes en train de parler de quoi? Je dis que c'est Eden qui a dit. Mais ne pas taper l'enfant. Hein. Je dis que vous me voyez comme le genre de maman là. Parce que comme Eden était né avec les mycoses au corps, il y avait un liquide à la pharmacie qu'on coupe la tête et on introduit le liquide dans le vagin de l'enfant. On fait ça même aux petits garçons. C'est ça qu'elles ont vu, les ovules. Et quand Eden est rentrée de l'école, j'ai dit, Eden, regarde ce que la mère de... Parce qu'elle et moi, on se parlait comme des grandes personnes. Regarde ce que la mère a dit. Elle a dit comme ça. Elle a dit, maman, c'est moi qui... Maman, c'est pas moi. Maman, je n'ai pas dit ça. Je dis que je sais que tu ne l'as pas dit. Je dis que maman, en fait, je n'ai pas pu passer les congés là-bas. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas plus. Je dis que maman... Les gens là, je n'arrive pas à comprendre. Quand je suis là-bas, c'est de toi qu'on m'en parle. Mais quand toi tu parles, c'est de moi qu'on m'en parle. Elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Je lui ai dit, laisse, toi et moi maintenant contre eux, tu ne pars plus là-bas. C'était quelques mois avant qu'elle ne décède. Et c'est comme ça que je commence donc à couper les ponts avec eux. Même comme ça, je ne coupais pas, je ne voulais pas qu'ils disent que non, c'est parce que non. On passait quand on partait parce qu'on allait à l'église ensemble, on était déjà comme une famille. Mais quand Eden est décédé, je me disais que ce sont des gens qui allaient vraiment me soutenir, mais au contraire, ils ne m'ont pas soutenu. Ils ont commencé à raconter les choses. Oh, c'est son père qui a tué. Oh, elle a dit que c'est mon mari qui a tué. Elle a dit ce genre de choses. Imagine que tu es brisé et les gens viennent encore avec ce genre de choses pour... C'est comme si on te tuait 2 fois. Quand je t'écoute, je me dis... Au Cameroun, quand des personnes ont vécu des choses comme ça, on a tendance à dire que c'est qu'elle-même là. Tu l'as voulu. Elle a voulu. Oui. Ou elle-même elle a un problème. Oui. Quelqu'un ne peut pas vivre ça. Et c'est toujours que elle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est ce que tu as dû entendre. Tu sais, il y a une femme, mon mari actuel m'a dit, Nathalie, tu dois avoir... les problèmes spirituels, tu es possédé. Il a tellement dit ça que moi, j'ai fini par le croire. Ça, c'est quand un jour, il m'amène... Nous sommes partis au Nigeria, il m'amène devant le pasteur. Le pasteur lui dit que moi, je ne vois pas qu'elle est possédée. Tu vois un peu le genre, quelqu'un, tu as tellement vécu certaines choses que... et on te dit que c'est ta faute. Tu finis par croire que c'est ta faute. Un jour, quelqu'un m'a dit, Nathalie, c'est que les gens ne peuvent pas m'aimer, moi, je m'aime moi-même. Je me disais, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer soi-même? Ça, ce sont les mots que je ne connais pas. Je ne connais pas ce qu'on dit. Une femme a le
plaisir sexuel, tu t'épanouis sexuellement. Non. Mais là, tu as 36 ans, tu es jeune. Autant, par exemple, si on revient sur le cas de la maternité et l'éducation. Eden, c'est une fille comme toi. Mais maintenant, ton fils, Elvis, c'est un garçon. Oui. Ce sont les garçons que tu as détestés. Comment tu élèves un garçon pour qu'il ne fasse pas les erreurs que les hommes que tu as détestés? Comme je lui dis souvent, je lui ai encore dit ça hier. Je me rappelle quelque chose. Hier, je lui disais, je veux t'apprendre à aimer les gens et à respecter les gens. Parce que quand on aime les autres et on les respecte, on ne leur fait pas de mal. Je sais que pour un homme, et je me dis à son père, je voudrais qu'Elvis joue du piano. Il m'a demandé pourquoi pas le football. Je lui ai dit qu'il pourra jouer du football, mais je veux qu'il joue du piano. Parce que chaque fois quand il sera remonté, le piano va l'adoucir. Parce que je veux qu'il soit un homme posé, qui réfléchit avant de poser ses actes. Si Dieu pouvait m'aider et m'accorder cela, que j'élève Elvis dans ce cadre-là. Il a tellement peur des gens, mais parfois je lui dis, tu salues un tel. Cette personne, si tu peux la saluer. Cette personne, c'est non. Et il ne sort pas beaucoup. Il sort très rarement. Si j'ai une course à faire, c'est là où on sort. Si on n'a rien à faire dehors, on est à la maison. 36 ans, c'est jeune. Toi, tu trouves? C'est incroyablement jeune. Ça veut dire que tu as encore 60 ans, mais encore à vivre. Que Dieu t'entende. Donc, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? Parce que le Dieu t'a sauvé plusieurs fois. Oui, beaucoup. Donc, si Dieu te sauve plusieurs fois, c'est parce que tu as quand même un rôle à jouer. Et tu ne peux pas... Tu ne peux que réussir, tu ne peux qu'être heureuse. Qu'est-ce que tu mets en place pour être heureuse? Parce que même quand on t'écoute, on a l'impression qu'il y a une force en toi. Mais en même temps, il y a beaucoup de tristesse qui éteint ta force. C'est-à-dire, c'est comme si tu luttes entre toi-même. Oui. Il y a un côté où tu as, entre guillemets, la rage de réussir. Il y a un côté où tu dis que je suis dans mon couloir, c'est déjà bien, j'ai ma vie. Qu'est-ce que tu veux être? Qui est la Nathalie vers laquelle tu veux aller? Est-ce que tu as commencé aussi à avoir Est-ce que tu te soignes? Est-ce que tu peux te soigner si tu ne parles pas à un psy qui te permet de te pardonner et de pardonner à tes parents parce que tes parents sont encore là? Comment tu fais pour te construire en tant que maman? Comment tu fais pour appeler au téléphone ta mère qui ne sait même pas tout ce que tu as vécu, ton père qui ne sait pas tout ce que tu as ressenti et vécu? Parce que si demain ils ne sont pas là, est-ce que tu auras pas de regret de ne pas leur avoir dit tout ce que tu as senti, vécu, vu? Audrey, ce qui m'a permis d'avancer, c'est pardonner et simplifier. Je peux dire comme, par exemple, le cas de mes parents. Je les ai pardonnés. Et j'ai appris à simplifier certaines choses. Par exemple, j'ai une petite soeur qui me fait toujours ça très dur. Mais elle-même, je me suis dit que quelque part, bon, voilà comment eux, ils m'appellent la folle. Tu sais, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que cette personne me blesse aujourd'hui. Dès qu'elle vient demain, c'est comme si rien ne s'est passé. Comme mon grand frère me disait, Nathalie, vraiment, j'encourage ce comportement. J'ai dit à mon grand frère que j'ai tellement vu des choses horribles, j'ai tellement subi dans ma vie qu'il y a certaines choses que je simplifie. Je simplifie certaines choses, je pardonne d'autres, et d'autres, j'essaie de m'accommoder. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a appris à surmonter, à pardonner et à aimer mon prochain. Si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas, je serais morte. Parce que je me dis toujours, s'il n'a pas permis que je meure, parce que je ne te dis pas jusqu'où je suis allée outrée. À moins, je me dis toujours que s'il n'a pas permis que quelque chose m'arrive, c'est parce que peut-être je peux être une voix pour d'autres, ou bien peut-être parce qu'il a encore un rôle que je devrais jouer, mais plus de rôle de tristesse, plus de rôle de pleurs et autres. Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut aller mieux si les personnes qui nous ont fait mal ne nous disent pas pardon? Non, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que tu essaies d'écrire? Est-ce que tu essaies de dire à tes... Non. Non. Pour que tes parents Non. entendent. Mon père, c'est le genre d'homme qu'on ne raisonne pas. Il y a beaucoup de papas africains comme ça que tu vas lui mettre à terre. Tu vas voir, quand tu vas vouloir lui parler, lui va commencer à te montrer que c'est lui qui a le monopole du savoir. Donc, toutes les décisions qu'il a prises sont justes et indiscutables. Pour mon père, c'est un peu le genre de type là qui dit que c'est carré, c'est carré. Et ma mère, c'est le genre... J'ai fait ce que je pouvais pour voilà, mes 4 enfants. Voilà. J'en ai trop fait. Donc le reste c'est vous, c'est toi qui as cherché. Tu vois un peu. Ça c'est vraiment ça. C'est difficile parce que parfois tu aimerais leur faire comprendre ta douleur, mais tu ne peux pas. Pour porter ça, c'est ça qui est peut-être la chose la plus lourde. Faire comprendre ta douleur aux gens qui t'ont blessé et que tu ne peux pas. Et parfois, il y a un déni. Non, parce que quand tu veux même essayer de t'exprimer, personne ne veut t'écouter. On te dit peut-être, c'est pas vrai. Parce que je me souviens, j'ai commencé à le récit à ma mère, comme je t'ai dit. J'ai dit, maman, est-ce que tu sais que j'ai été abusée sexuellement à 6 ans? Ma mère m'a regardé. Comme pour dire, elle invente encore quoi celle-là. Et je n'ai même pas fini de parler, je ne veux pas discuter des choses comme ça. Et elle part voir ma petite soeur. Elle dit à ma petite soeur que ta soeur, le mensonge qui est dans sa bouche, je ne comprends pas. Imagine un peu les genres de trucs. Vraiment, la folie de Nathalie, là, ça part déjà. Donc, elle se dit, je me suis dit, quand ma petite soeur est revenue, me dit ça a été que donc, si ça signifie que si je lui disais seulement la moitié, ce n'est pas folle qu'elle allait me traiter et peut-être d'autres choses. Et ta petite soeur savait que tu avais parlé de ça à ta petite soeur? Même elle-même, je ne crois pas qu'elle me croit. Comment on vit quand le monde ne nous croit pas? On se cache. Parce que entre ta famille qui ne te croit pas, ton mari qui a pensé que tu t'es peut-être possédé, comment tu fais pour rester on se cache. sur terre? On se cache. Et je ne sais pas si je peux dire on accepte la situation où on se cache juste. Si tu devais identifier tes 5 blessures, tu dirais que quelles ont été tes 5 blessures dans ta vie? Parce qu'il paraît que tout être humain a 5 blessures. Et que tant que tu ne soignes pas les 5 blessures, tu es amené à faire un éternel recommencement. Je peux dire que mes blessures, je les ai pensées. Tu comprends? J'ai posé un sparadrap dessus. Mais c'est la douleur. C'est la douleur qui reste. C'est cette douleur-là que parfois j'aimerais évacuer. Tu comprends? Mes blessures, je les ai pensées. Mais ces douleurs, parfois quand tu vis une situation difficile, par exemple, avec mon mari, il y a certaines choses qui sont difficiles. Tu vois, et que tu regardes derrière, tu te dis, tu n'as pas de couverture derrière. Tu acceptes de subir dans la douleur. C'est-à-dire, tu commences à faire comme l'oignon. Tu n'ajoutes que des couches. Tu n'ajoutes que des couches. Au lieu d'enlever ces couches, tu ne fais que les ajouter. Parce que tu te dis, à un certain moment, peut-être, je ne sais pas par quel miracle, tu vas être délivré. Ou bien je ne sais pas parce que je dis souvent à Dieu que Seigneur, par pitié, délivre-moi de ça. Parce que je me rends compte que je ne me bats même plus. Pourquoi que ce soit? Je subis juste. Il nous reste moins de 10 minutes ensemble parce qu'on a beaucoup discuté. Et puis, ma question c'est, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Pour ton frère, non? Non, je ne suis pas heureuse.
ce qui me donne un peu la lumière dans ma vie, c'est mon fils. C'est quoi le bonheur? Je me demande parfois, Nathalie, est-ce que tu as connu le bonheur? C'est quoi le bonheur? Est-ce avoir un enfant? Est-ce que ça se résume, c'est ça le bonheur? Avoir un bon compagnon? C'est quoi le bonheur, Audrey? En fait, qu'est-ce que le bonheur? Je ne connais pas le bonheur. Je ne connais pas le bonheur, je ne connais pas le plaisir. Je connais juste que je vais regarder une vidéo, je vais rire et puis ça va passer. C'est tout ce que je connais. Je pense que le bonheur est un choix. Je pense que le bonheur est un état d'esprit. Je pense qu'on choisit d'être heureux. Parce que dans plein de moments de tristesse, tu peux choisir. On dit souvent dans le noir, tu peux voir une petite lumière, c'est vers ça que tu t'accroches et ça devient ton instant de bonheur. Mais je pense que si on choisit d'être heureuse, on se demande, on essaie de trouver des fenêtres qui peuvent nous emmener à ressentir le bonheur. Mais je ne pense pas que... Il y a des personnes pour qui avoir un enfant, c'est le bonheur. Il y a des personnes pour qui faire le jardin ou cuisiner, c'est des moments de bonheur. Peut-être que toi, il faut que tu trouves des petits moments qui te rendent épanouie, heureuse. Et une fois que tu les identifies, c'est de faire que ces moments aient lieu le plus souvent possible, tu vois. Si tu dis que tu regardais une vidéo une fois par mois, ça te faisait rigoler, bah tu vas choisir de voir 10 vidéos par jour. Parce que oui, chacun son moment. Mais je dis 36 ans, c'est jeune. 36 ans, c'est le champ des possibles. En plus, tu es belle, tu es fraîche. Merci. Merci, Audrey. Je te dis, quand je te demande que le bonheur, c'est quoi? Parce que quand je regarde Elvis jouer, tu comprends? Quand je l'enlace pendant qu'il dort, mes moments de bonheur parfois, même mon cadre où je vis ne me permet même pas d'être épanouie. Tu comprends? Même le cadre dans lequel je vis ne me permet pas d'être épanouie. Je faisais mon business avant qui me permet de me concentrer, me faisait m'évader. Mais à cause d'Elvis, c'est parce que j'ai peur de lui confier à une nounou. J'ai mis pause sur mon business. Tu faisais quoi? Make-up. Je vendais les produits de make-up et je faisais mon make-up. Donc je me suis dit, je finis, je me concentre un peu à Elvis parce que je ne veux pas un peu lui traîner partout comme je traînais Eden. À Elvis, je veux prendre mon temps pour l'élever et puis je recommence mon business. Et maintenant, je me retrouve un peu dans ce cadre-là où je ne suis pas épanouie. Et parfois, c'est comme si quand je ne suis pas épanouie, Elvis n'est pas épanoui. Bien sûr. Tu sais, si tu es dans une histoire avec le papa d'Elvis et que ça ne va pas, ton fils va le voir. Oui. Oui. Et il va reproduire les mêmes choses. Si tu es triste, même si tu as beau élever ton fils d'une certaine manière positive, peut-être que demain, sa logique va être de voir sa femme triste. C'est ça, pour lui, ça va être une femme épanouie, une femme triste. Mais si ton fils a une capacité de voir une maman qui pleure tout le temps, ça va certainement... Mais après, moi, je suis pour le fait de pleurer. On peut pleurer et je pense que même les garçons doivent apprendre à pleurer. Parce que finalement, aux garçons, on leur dit quoi? Tu ne pleures pas comme une fille, ne fais pas ci comme ça, sois dur, fais le sport, crie. Et ça fait ce qu'on appelle des fois la masculinité toxique. Où les hommes pensent que pour montrer qu'ils sont les plus forts, ils doivent crier. Alors que c'est pas spécialement ça. Qu'est-ce qui fait que tu restes avec le papa de ton fils, qui a été ton compagnon au début? Ça fait 10 ans, comme tu te 10 ans que vous êtes ensemble? Non, ça fait 4 ans. 4 ans. Oui, et on était ensemble, même quand j'ai perdu. Et c'est Eden qui le choisit pour moi parce que j'étais seule dans ma solitude. Et comme c'était un ami, on bavardait. Ma mère me dit, mais maman, si tu as besoin d'un compagnon, pourquoi tu n'essayes pas avec lui? C'est elle qui me suggère. Donc, bon, au départ, c'était là. Bon, on peut dire que bon, c'est moi qui ramenais des sous à la maison, c'était plus facile. Mais maintenant que c'est lui qui ramène les sous, c'est plus difficile.
Tu comprends un peu le contexte? Donc, c'est un peu dans ça. Je me retrouve en train de regretter pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber mon business et pourquoi, en tout cas parce que je dépends de lui maintenant. Tu comprends un peu? Donc, ça rend la relation assez difficile. Bon, en même temps, je me dis, Elvis, je ne veux pas séparer Elvis de son père très tôt. Je ne sais pas ce que ça... En tout cas, j'ai peur. J'ai peur de séparer Elvis de son père. Et en même temps, je suis toujours en train de me dire, oh Nathalie, je vais sortir de là, je vais sortir de là, je vais sortir de là. Mais quand j'ai arrêté de me battre, je ne suis plus aussi forte. Émotionnellement, je suis faible maintenant. Il y a des gens qui me connaissent me disent, mais Nathalie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es devenue comme? Pourquoi tu te laisses faire? Je suis devenue... Peut-être que c'est ton moment. Peut-être que tu as trop porté. Oui, j'ai trop. Et qu'aujourd'hui, tu es juste fatiguée. Je suis fatiguée. Et je pense que tu as le droit de dire que tu es fatiguée. Je suis fatiguée. Et il faut assumer. Parce que les gens ne savent pas par quoi tu es passée. Oui. Les gens qui me connaissent avant savent que je n'acceptais pas que quelqu'un me fasse... Donc si je vois que là, ça va chauffer, et puis je m'en vais en courant. Mais maintenant, je suis juste là. Après la mort d'Eden, c'est comme si quelque chose s'est brisé. La forte Nathalie est devenue autre chose. Maintenant, je suis. Alors, je pense que ça, c'est une autre partie de ta vie que je choisis de ne pas ouvrir. D'accord. Parce que j'estime que c'est un pan d'une personne avec qui tu vis et les auditeurs, je préfère éviter. Et puis, les auditeurs, s'ils ont envie de prendre contact avec toi, on pourra mettre ton adresse email pour qu'ils puissent échanger et voir. Mais je pense que tu devrais en tout cas aller voir un psy pour retirer tout le poids de ta vie. On est en train de parler de 30 ans. 30 ans. Tu as 36 ans. Et ton premier viol, c'était tu avais 6 ans. 30 ans. 30 ans dans une vie, c'est énorme. Et je pense que si tu veux embrasser ton bonheur, il faut que tu fasses la paix avec tout. Et que tu retrouves ta lumière, quoi. C'est... En quelque sorte, parler aujourd'hui, là, m'a fait beaucoup de bien. C'est comme si c'était là depuis, il fallait qu'avant que ça sorte. Ça sorte. Parler aujourd'hui vraiment m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. J'ai juste énuméré certaines choses. Je ne suis pas entrée dans beaucoup de choses. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien et je ne sais pas, je te remercie 1000 fois. Ça, c'est une prière que je faisais intérieurement, parler aux gens, essayer de discuter avec les gens, toucher certaines personnes qui vivent. Il y a certaines associations que j'ai contactées, mais malheureusement pour moi, ce sont des associations hors du pays. Ils me disaient, ils sont là-bas, bon, ils ne vont pas me comprendre. Je veux des gens avec qui on a presque le même quotidien. Tu vois, qui ont vécu la même chose, qui vivent le même genre de choses comme moi. J'ai 3 questions avant de terminer. Ma première question, c'est de savoir comment tu as fait pour tenir ces 30 dernières années. Marcher la tête baissée. Ma deuxième question est de savoir comment tu comptes tenir les 30 prochaines années. Il faut vraiment que je me réveille. Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes rêves? Remettre mon business en place, ouvrir un site internet, faire du commerce en ligne et aller finir ma thèse à l'université au Nigeria. Ça, tu as fait quoi comme étude? Sociologie. Ah! Donc j'aimerais... Tu es très liée au Nigeria, tu es nigériane? Non. Qu'est-ce que tu as trouvé au Nigeria? Je ne sais pas. Ils sont... Bon, je veux pas rabaisser mon pays ou bien quoi que ce soit. Bon, l'école est moins chère. Arrêtons-nous là. L'école est plus moins chère là-bas qu'ici. Ils ont quand même beaucoup de potentiel.
par rapport à nous, surtout en domaine de make-up, ils sont beaucoup plus avancés sur certaines choses. Et j'aimerais vraiment étudier tout ça là-bas et mettre ça en place. Au Cameroun. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la sociologie? Je ne sais pas, c'est mon quotidien. C'est tout ce qui se passe autour de moi. J'aimerais vraiment aider les gens parce que je sais écouter. Je sais deviner les souffrances des autres, les angoisses des autres. Et j'aimerais vraiment, par exemple, faire partie d'une association, d'une organisation qui aide les mamans, les enfants battus, maltraités, que ce soit physique, psychologiquement, ce genre de trucs. Si tu devais conseiller des personnes qui ont vécu des violences, comme ce que tu as vécu, des traumatismes, toi tu es en train de dessiner ton chemin, donc, mais si tu as envie, c'est que tu as quand même trouvé des petits instants de lumière qui t'ont permis de tenir et de t'accrocher. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui nous écoutent? Qu'ils arrêtent de subir, qu'ils sortent du silence, qu'ils doivent parler. Parce que c'est le silence qui nous provoque tous ces blessures. Ces gens-là doivent parler. Il faut que les gens sachent ce qu'ils ont vécu. Parce que parler de viol, ce n'est pas une chose facile. Au contraire, ça terrifie beaucoup de gens. Mais on doit sortir du silence et parler. Parler apporte beaucoup de bien. C'est ce que je ressens depuis que je suis là. C'est comme si j'ai ouvert plusieurs valises et que je les ai déballées. Parler fait beaucoup de bien. Partager fait beaucoup de bien. Pardonner pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit depuis le début et vraiment merci. Merci pour... il y a 2-3 fois où j'ai pas pu retenir mes larmes, mais il y a quand même des choses qui m'ont touché. C'est à t'écouter, je me rends compte de combien de personnes sont seules parce que dans nos sociétés, j'ai souvent entendu, comme je te disais tout à l'heure, quand quelqu'un a des problèmes, on dit que non, mais la Gola, elle est folle, ou on la laisse pas laver au village, où il y a des problèmes. Et je me rends juste compte que des mots comme ça qu'on dit peuvent éteindre encore quelqu'un plus et la mettre encore dans un coin sombre de la pièce. Et j'espère en tout cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais j'espère que cet entretien va donner envie à toutes ces personnes qu'on a mis au fond de la salle, au fond de ce coin noir, de se rapprocher de la lumière, parce que nous ne sommes personne. On n'a pas vécu ce que tu as vécu. On ne connaît pas ce que tu as porté. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est t'écouter et t'accompagner dans ta quête de lumière. Et j'aimerais aussi dire à ceux qui ont subi des violences, des viols, tout ce qui est traumatisant, ne laissez jamais l'œil extérieur dessiner ta douleur. Ne laisse jamais l'œil extérieur dessiner. Parce que quand on te dit, oh, tu as subi un viol, même si tu as 30 ans et que tu as été violé, ne laisse jamais l'œil extérieur te dire, c'est parce que tu t'habilles comme ça, ou bien c'est parce que ne laisse jamais l'œil extérieur dessiner ta blessure ou ta douleur, parce que ça tue encore plus. C'est toi qui connais ta douleur, c'est toi qui connais ce que tu ressens. C'est à toi de voir comment est-ce que tu peux t'exprimer, comment est-ce que tu peux parler de la chose, comment est-ce que tu peux faire, mais ne laisse jamais l'œil extérieur dessiner ta blessure. Si tu devais dire un dernier mot à ta maman et à ton fils, qu'est-ce que tu leur dirais? À ma mère, je dirais peut-être que maman, tu as été une femme assez forte et une maman, une battante, parce que tu as accompli beaucoup de choses dont j'admire jusqu'à aujourd'hui. Mais une amie, tu ne l'as pas été pour aucun de nous. On a voulu que tu nous écoutes, que tu sois une oreille, mais tu n'as pas eu le temps. Je peux dire comme ça, parce que si je dis tu n'as pas eu le temps de nous écouter, parce que je me dis tu étais trop occupé à nous chercher à manger, tu n'as pas eu le temps de nous écouter, de m'écouter, parce que
Je peux dire, je parle de moi, tu n'as jamais eu le temps de m'écouter. Tu n'as jamais eu le temps de me regarder dans les yeux, parce que si tu m'avais regardé dans les yeux, tu aurais compris ma douleur. Maman, tu ne m'as pas regardé dans les yeux. Jusqu'à présent, tu ne me regardes pas. Jusqu'à présent, maman, tu ne me regardes pas. J'aurais aimé que tu regardes dans mes yeux, que tu vois ma douleur. Jusqu'à présent, tu ne me regardes pas. À Elvis? Ah, mon petit garçon. Je me dis, c'est Elvis, je ne suis pas une parfaite, mais je vais être une maman qui sera là pour toi, qui va t'écouter, qui va t'accompagner, même quand tu feras des bêtises. Que Dieu me donne la force, comme je dis chaque jour, qu'il me donne la force et la patience de comprendre pourquoi tu as fait une telle chose. Qu'il me donne la force de comprendre pourquoi tu prends telle et telle décision. Et qui me donne le courage de t'accompagner. D'être toujours là pour te soutenir. Merci beaucoup. Merci Audrey, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin du 6e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Nathalie. J'espère que ses mots, son histoire, ses doutes, ses larmes, ses sourires vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram, via les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci.